Monsieur le ministre, mes chers confrères, mes chères consoeurs, mesdames, messieurs, Jean-Marie, Ben, Fraser, c'est un plaisir d'être là et je voudrais remercier l'Académie des sciences de nous avoir donné la parole dans cet endroit prestigieux. Donc mon exposé va être un petit peu semblable à celui de la conférence Nobel, que chacun d'entre nous, quand on est prix Nobel, doit donner à Stockholm. Il y a des petites différences. On va parler tout d'abord de topologie. Alors, je suis tout à fait désolé, disons, je n'ai pas remis mes diapos en français, ça serait un travail très, très long, je n'ai pas eu le temps de le faire. Et puis finalement, l'anglais, c'est quand même la langue de la science, donc ce n'est pas dramatique de mon point de vue. On va parler de topologie. La topologie, c'est la science des objets qui sont infiniment déformables. On peut tirer sur des liaisons pour des objets chimiques, on peut contracter les liaisons, on peut distendre des angles, et en fait, ça ne change pas les propriétés topologiques de l'objet, donc ça ne change pas les propriétés topologiques de la molécule. La seule chose qui soit interdite, c'est de rompre une liaison. Alors la topologie chimique, disons, elle s'intéresse en particulier aux objets que l'on ne peut pas représenter dans un plan sans qu'il n'y ait de point d'intersection, de croisement entre des liaisons. Tout le monde connaît C60, enfin tout le monde parmi les chimistes, sinon bien sûr ce n'est pas un objet qui traîne dans les grands magasins, mais C60, voilà, ça consiste en 60 atomes de carbone qui sont liés les uns aux autres de manière à fournir cet objet qui est en train de tourner sur l'écran et qui ressemble à un ballon de football. Donc bien sûr, a priori, ça semble être un objet tridimensionnel qui est tout sauf plan ou planaire, mais on peut le représenter, c'est indiqué sur la droite, par un diagramme qui s'appelle le diagramme de Schlegel, qui ne comporte aucun croisement, aucun point d'intersection entre liaisons. Donc on a réussi à projeter cet objet dans un espace bidimensionnel de telle manière à ce qu'il soit planaire. Il est inscrit dans un plan, il n'y a aucun point d'intersection. Donc c'est un objet qui est topologiquement complètement trivial. Désolé pour lui, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressant. Maintenant, intéressons-nous à des objets qui sont topologiquement intéressants et notamment, disons, on s'intéresse un petit peu au passé. Il y a eu un chimiste ou un groupe de chimistes, deux chimistes, Frisch et Wassermann, qui ont introduit les termes de chimique et topologique, alors que c'était des termes qui étaient complètement disjoints, qui n'avaient jamais été associés. Au début des années 60, dans une discussion qui a été vraiment une discussion qui a fondé ce domaine, et ces deux chimistes nous font remarquer que la plupart des molécules, tout d'abord, première constatation, peuvent être représentées dans un plan sans aucun croisement. Donc la plupart des molécules sont topologiquement triviales, c'est-à-dire ont des dessins, des graphes planaires. Là encore, ça ne veut pas dire que ces molécules ne sont pas intéressantes d'un point de vue chimique, mais leur topologie n'a aucun intérêt. Alors quand je dis la plupart, ça doit être 99,999% de ces molécules, et même sans doute davantage. Et ils nous fournissent deux exemples d'objets, a priori qui pourraient être des objets moléculaires, qui sont non planaires. Par exemple, l'anneau qui est en haut à gauche est planaire, donc trivial, et le nœud de trèfle, qui est à droite, ne peut pas être représenté dans un plan sans avoir trois croisements. De la même manière, l'objet qui est sur la ligne intermédiaire à gauche, qui consiste en deux anneaux entrelacés, ne peut pas être représenté dans un plan sans croisement. Il est donc topologiquement intéressant, topologiquement non planaire. Alors ça nous emmène où tout ça? Ça nous emmène vers des objets chimiques qui vont bientôt devenir réels,
qui s'appellent des caténanes. Et tout en haut à gauche, vous avez un 2 caténanes, du latin catena, qui veut dire chaîne. C'est la plus petite chaîne que l'on puisse imaginer, avec des molécules. Des rotaxanes, ça c'est l'objet de droite. Et ces objets ont été discutés très longuement par des chimistes, avec l'espoir qu'un jour on pourrait les fabriquer de manière satisfaisante. Mais pendant des années et des années, ce sont principalement des discussions qui ont porté sur ces objets. Donc, éventuellement des objets un jour, des curiosités qu'on pourrait fabriquer, mais pas du tout des objets réels du monde de la chimie moléculaire. Alors, il y a un peu plus de 50 ans, il y a des chimistes allemands, dont le professeur Gottfried Schill, dont la photo est indiquée sur la diapositive, qui ont réussi à fabriquer, avec beaucoup d'efforts et en toute petite quantité, le premier caténane. C'est un travail magnifique au niveau intellectuel, au niveau conceptuel, mais la difficulté était telle que finalement ça n'a pas porté vers les caténanes, la communauté des chimistes, et ces molécules sont tombées pratiquement en disgrâce, ou au moins ont été ignorées pendant très longtemps. Et il faut maintenant attendre le milieu des années 80 ou le début des années 80 pour que les caténanes reviennent à la surface, après avoir coulé pendant des dizaines d'années, et intéressent les chimistes. On voit tout de suite que ces caténanes et ces rotaxanes peuvent être en liaison avec la machinerie moléculaire, car les anneaux peuvent tourner les uns dans les autres, peuvent éventuellement glisser le long d'axes, donc ça va nous rapprocher des machines moléculaires. Alors, le comité Nobel a demandé aux lauréats, de manière générale, d'expliquer l'origine de leurs travaux ou l'origine de leurs découvertes, et c'est ce que je vais faire en 1 minute. Donc, pendant plusieurs années, nous nous sommes intéressés à un grand projet qui était celui de la photolyse de l'eau. Donc, couper la molécule d'eau en hydrogène et en oxygène en utilisant l'énergie solaire. Ça paraît bien sûr être un projet merveilleux qui réglera tous les problèmes d'énergie sur notre globe. Et notamment avec Jean-Marie Lehn, quand j'étais revenu de postdoc, nous avons travaillé dans ce domaine avec même un certain succès. Et à l'époque, l'une des molécules phares utilisée de manière pratiquement universelle pour les gens qui s'intéressaient à ce domaine, c'était le complexe de ruthénium, donc une molécule un petit peu compliquée qui est à gauche, qui comporte un atome central de ruthénium. Le ruthénium, c'est un métal noble, très cher, et nous nous sommes dit que peut-être on pourrait essayer de trouver des molécules tout aussi intéressantes que ce complexe, mais avec des métaux beaucoup moins chers. Donc nous nous sommes intéressés au cuivre, essayer de remplacer le ruthénium par le cuivre. Et nous avons démarré une collaboration avec un photophysicien américain, David McMillan, qui était à Strasbourg en année sabbatique chez Jean-Marie Lehn. Et ce David McMillan donc, a travaillé avec nous. On a mis sur un projet sur papier tout d'abord, et ensuite nous avons fabriqué les molécules en vue de faire des composés intéressants pour couper la molécule d'eau en hydrogène et en oxygène. Et vous voyez représenté en bas à droite le composé le plus intéressant qui a été produit au cours de cette collaboration. Et si l'on regarde bien, mais comme là je ne peux pas utiliser de laser pour vous montrer, je suis obligé de n'utiliser que des mots, si on regarde bien, cette espèce moléculaire est un précurseur à un caténane, à 2 anneaux entrelacés. Alors, je vous laisse deviner comment, si vous y arrivez. Sinon, rassurez-vous, vous allez tout de suite voir pourquoi. Au même moment, une grande amie est venue rejoindre mon groupe,
donc c'était au tout début des années 80, et elle avait toute l'expertise nécessaire pour fabriquer des molécules. Donc c'était une grande synthétiste, Christiane Dietrich Buchecker, et avec Christiane, nous avons lancé un projet pour fabriquer des caténanes, pour que, peut-être sans doute pour la première fois, les caténanes apparaissent comme des espèces relativement faciles à fabriquer et qui pourraient offrir des tas de propriétés intéressantes pour les chimistes. Ça a marché très très vite. En moins d'un an, on a publié une première publication. Et vous savez que dans le monde scientifique, publier, c'est certainement très, très important. Pas nécessairement publier beaucoup, mais publier quelque chose qui sera lu. Disons, c'est peut-être la première qualité d'une publication. On a publié un papier en français, si vous pouvez le lire. Ça s'appelle « Une nouvelle famille de molécules, les métallocaténanes », dans un journal correct, pas un high impact journal comme beaucoup de gens maintenant le réclament dans des instances d'évaluation, un journal correct. Et on a décrit dans ce papier la synthèse de caténanes, et cette synthèse est fondée sur les deux schémas que l'on voit sur cette diapositive. Une première stratégie, la stratégie A, et une deuxième stratégie, la stratégie B. Alors je vais passer les explications que d'habitude je donne pendant mes conférences, parce qu'il faut absolument un laser pour expliquer la stratégie. Mais j'ai une autre manière d'expliquer cette stratégie, comme on va le voir dans une minute, grâce à des animations. Donc on prend deux molécules organiques, telles que représentées sur la partie gauche. Donc ce sont des molécules très simples, que l'on peut faire à l'échelle de 10 grammes en quelques jours. Et on mélange ça avec un atome de cuivre monovalent, cuivre 1, et on obtient un complexe qui comporte deux molécules organiques comme représentées sur la partie gauche, littéralement encastrées l'une dans l'autre, donc comme ceci. Et du fait qu'elles soient encastrées l'une dans l'autre, on peut fabriquer un caténane en synthétisant un anneau d'un côté et en synthétisant un anneau de l'autre côté, comme c'est représenté ici. Et on obtient en quelques semaines peut-être un demi-gramme d'un caténane avec un rendement pas très très bon dans cette première partie de notre travail, mais ce rendement a été multiplié de manière spectaculaire plus récemment et on doit être à 92% de rendement, donc ça marche très très bien. Donc 3 étapes et on fabrique un caténane. Maintenant, un tout petit peu d'animation pour que vous appréhendiez bien la stratégie qui a été suivie. Donc ça, c'est la molécule que l'on peut obtenir à l'échelle de 10 grammes. On va la mélanger avec du cuivre. Voilà, le cuivre va arriver de la droite. Donc le cuivre, il a une belle couleur cuivrée, hein, mais c'est un ion cuivre, ce n'est pas un atome de métal. On obtient un objet qui est un précurseur intéressant. On fabrique un anneau en reliant les 2 points rouges de droite, qui sont des atomes d'oxygène, puis les 2 points rouges de gauche, qui sont également 2 atomes d'oxygène, et on a un caténane. Une deuxième stratégie, qui est un tout petit peu plus sophistiquée, mais qui marche extrêmement bien. On part d'un anneau dont la partie supérieure, avec 2 atomes en bleu, qui sont des atomes d'azote, est capable d'interagir avec un atome de cuivre. Faisons arriver notre atome de cuivre. Ensuite, on fait arriver un deuxième fragment qui vient se lier au cuivre et on cyclise sur la gauche, comme c'est indiqué. Donc on a un caténane, tout va très bien. On peut en faire, disons, en quelques semaines, on peut faire 1 gramme d'une telle molécule et ça change complètement, ça modifie complètement la donne en ce qui concerne les synthèses d'anneaux entrelacés. On a pu avoir des structures aux rayons X, c'est-à-dire on a des photos tridimensionnelles des molécules, littéralement. La molécule de gauche, elle a encore son atome de cuivre au cœur, dans sa partie centrale, et la partie de droite, la molécule de droite, s'est complètement réarrangée
dans la mesure où on a pu arracher l'atome de cuivre en utilisant du cyanure de potassium. Donc, voici la structure qui tourne, c'est celle du caténane lié au cuivre, très compacte, et celle qui va maintenant tourner à droite, c'est celle du caténane pour lequel on a arraché l'atome de cuivre, qui est une structure très ouverte, où les deux anneaux peuvent bouger l'un à l'intérieur de l'autre. Et c'est une transformation complète de la molécule, du point de vue géométrique. Donc on a appelé ça une métamorphose moléculaire qui va marcher dans un sens ou dans un autre. Juste pour vous signaler ou vous rappeler que les caténanes et les nœuds sont absolument partout en biologie. Donc nous sommes, ou tous les organismes, fabriquent des nœuds et des caténanes avec l'ADN en permanence. Un tout petit peu de topologie. Donc on s'est intéressé à la topologie moléculaire pendant des années et on a fabriqué un nœud moléculaire dans les années 90. C'est l'objet de gauche, qui nous a pris quelques années, mais ça a été un vrai bonheur quand on a réussi à le faire. Et un caténane à anneaux doublement entrelacés, ou les anneaux de Salomon sur la partie droite, en bas de la diapositive. Quelques minutes sur les machines moléculaires. Bernard, je n'ai pas le timing. Ok, mais je ne vais pas être très très long, promis. Donc, maintenant, juste pour vous dire pourquoi on s'est beaucoup intéressé à la machinerie moléculaire, en grande partie, ça tient de nos lectures en biologie. Et la biologie moléculaire est pleine de machines. Donc, les moteurs, les protéines moteurs, sont des éléments absolument essentiels pour tous les processus biologiques. Et j'ai juste deux exemples sur cette diapositive. L'ATP synthase, qui est un moteur rotatif et qui a bien sûr un rôle absolument essentiel, puisque cette enzyme est responsable de la synthèse de l'adénosine triphosphate, le fuel biologique. Et il y a un deuxième exemple qui est également extrêmement important dans le transport de matière à l'intérieur des cellules, qui est la kinésine, capable de marcher sur des rails, qui sont des microtubules auto-assemblés, donc des rails très longs de l'ordre du micron, et ça permet de transporter la matière, transporter les molécules à l'intérieur des cellules. Les caténanes et les rotaxanes sont parfaitement adaptés à des mouvements de grande amplitude. Sur la gauche, on voit simplement l'exemple d'un anneau qui pourrait se déplacer de la partie gauche vers la partie droite de l'axe qui le traverse. Donc ça, c'est un rotaxane dynamique. Et sur la partie droite, on voit, disons, représenter un mouvement hypothétique de rotation où un anneau va tourner autour de l'axe qui le traverse, où un anneau va tourner à l'intérieur d'un autre anneau qui, lui, est considéré comme fixe. Donc, bien sûr, si on peut engendrer de tels mouvements de manière contrôlée, sous l'action d'un signal, un signal électronique, photonique, chimique, on est tout près de fabriquer des machines moléculaires. Je vais juste vous présenter le premier exemple que nous avions proposé il y a déjà bien longtemps, en 1994, qui est un exemple de machine moléculaire ou peut-être d'interrupteur moléculaire, parce que machine, ça a des implications qui sont quand même très, très précises et très exigeantes. On s'intéresse en haut à gauche à un complexe de cuivre 1+. Le cuivre a deux états, un état 1+ et un état 2+. Alors je crois qu'aujourd'hui on ne dit plus cuivreux et cuivrique, mais on pourra dire monovalent et divalent. Le cuivre 1+ aime beaucoup être entouré de 4 atomes d'azote. Et si l'on regarde bien le dessin en haut à gauche, on voit que la boule noire, qui est un cuivre 1+, est entourée de 4 atomes d'azote, disposés en tétraèdre, comme ceci. Le cuivre 2+ a des désirs qui sont complètement différents, et il veut absolument s'entourer de beaucoup plus d'atomes d'azote, 5 atomes d'azote ou 6 atomes d'azote,
mais 4 atomes d'azote ne suffisent pas à le satisfaire. Donc on va oxyder le cuivre 1+, on arrache un électron, on fabrique un cuivre 2+, et pour le moment, rien n'a vraiment bougé. Bien sûr, il y a des mouvements, disons, les molécules gigotent sans arrêt, un tout petit peu, mais rien n'a vraiment subi une révolution géométrique. Donc on est au cuivre 2+, en haut à droite. Mais ce cuivre 2+, disons, est complètement déstabilisé, veut être entouré de 5 atomes d'azote, ce qui fait que la partie gauche de la molécule qui est en haut à droite, avec ses 3 atomes d'azote, va se mettre à bouger, l'anneau correspondant va tourner, et la partie qui était à la périphérie de la molécule, en haut à gauche, va se retrouver au centre de l'anneau, dans la molécule représentée en bas à droite. Donc tout vient de bouger, là, c'est un vrai réarrangement. Ensuite, on peut revenir, on remet l'électron, on engendre un cuivre 1+, qui va être extrêmement déstabilisé dans un environnement à 5 atomes d'azote. Donc la molécule va relaxer. Relaxer, ça veut dire essayer de trouver une situation thermodynamiquement beaucoup plus satisfaisante, et l'anneau va de nouveau tourner pour fournir la forme de départ. Alors, 2 tout petits points. Tout ça, ça paraît très très lent sur ce schéma. On a travaillé pendant des années et des années pour améliorer ces systèmes, et on a énormément amélioré les systèmes. On est dans des domaines entre la milliseconde et la microseconde aujourd'hui, en jouant sur des facteurs structuraux. Et le deuxième point, c'est que ça n'est pas un véritable moteur rotatif, car on n'a pas de contrôle sur la direction. Donc c'est beaucoup plus un mouvement de pirouette. On a une pirouette dans un sens, on a une pirouette ensuite dans le même sens ou dans le sens opposé. Mais pour les moteurs rotatifs, il faudra attendre la contribution du groupe de Ben Feringa en 1999. Juste une petite vidéo qui devrait vous aider à visualiser ce mouvement. On part d'un atome de cuivre 1+, au milieu de la molécule, et on va arracher un électron. Arrachant cet électron, on fait du cuivre 2+, la molécule hésite, car les molécules gigotent toujours un tout petit peu, se réarrange complètement. On avait un cuivre 2+, on revient à 1+, le système tourne à nouveau, etc. Donc voilà, disons, la première machine, ou le premier prototype de machine que nous avions réalisé il y a une vingtaine d'années dans notre équipe. Je vais terminer, si Bernard, tu me donnes vraiment, tu me dis, 2 minutes, voilà. Donc je vais terminer avec une synthèse de muscles moléculaires. Donc on s'est beaucoup intéressé aux muscles moléculaires à partir des années 2000, et essayer de fabriquer un muscle. Juste pour vous rappeler, les vrais muscles, les muscles striés, sont des systèmes qui font glisser des filaments les uns sur les autres. Donc ce n'est pas du tout comme un ressort hélicoïdal en fer ou en acier. Non, on a des filaments qui glissent, et ces filaments qui glissent ont l'avantage de ne pas créer de tension. Donc on va faire glisser des filaments. Donc on a fabriqué un objet tel que celui-ci, mais on ne rentre pas du tout dans les détails. Et par un processus chimique, avec des signaux chimiques, on a été capable de réaliser ce mouvement. On peut contracter la molécule, étirer de nouveau la molécule, contracter la molécule, et ça correspond à des filaments, ou 2 filaments, qui glissent l'un sur l'autre. Et c'est peut-être un petit peu prétentieux d'avoir dit ça, mais il y a une vague analogie avec le mouvement des filaments fins et filaments épais dans les muscles. Je voudrais juste terminer en disant que dans nos laboratoires en France, on a la chance de pouvoir travailler en groupe avec des permanents, avec des professeurs de l'université, avec des chercheurs CNRS. Et dans mon équipe, on a été très très souvent en groupe avec justement des chercheurs de très haut niveau, professionnels, dont je ne vais pas lire la liste parce que le temps est compté.
J'ai eu beaucoup de chance également d'avoir des thésards et des chercheurs post-doc extrêmement compétents, dont voici une liste approximative. Là encore, on peut pas les citer tous. Dans le domaine des machines moléculaires, il y a 2 noms qui reviennent, Aude Livoreille et Maria Consuelo Jiménez, dont la contribution a été extrêmement importante. Finalement, je remercie mon université, les communautés européennes qui nous ont toujours énormément aidés au niveau financier et sans lesquelles on n'aurait certainement pas pu travailler dans de bonnes conditions. Mon nouvel institut, ISIS, fondé par Jean-Marie Lehn. J'ai passé quelques années à Northwestern University, très près de Fraser Stoddart, que je remercie beaucoup. Je remercie mon mentor et ami, Jean-Marie. Oui, Jean-Marie, encore. Je remercie aussi les gens qui m'ont aidé ou qui m'ont aidé à me former. Malcolm Green, avec qui j'ai fait un postdoc, chez qui j'ai appris beaucoup de chimie organométallique, et ça m'a servi. Guy Ourisson a été le fondateur de l'Université moderne de Strasbourg. Donc là encore, je voudrais lui rendre hommage. Raymond Weiss a été un professeur de chimie physique et chimie inorganique qui a eu beaucoup d'influence sur moi de par sa rigueur. Et bien sûr, ma famille et mes 2 camarades, Fraser et Ben Feringa. Juste une photo, 1960, on ne sait plus combien. Donc, pour ceux qui ne nous reconnaissent pas, parce que là, on a énormément vieilli, moi, je suis à gauche, Jean-Marie, il est à droite. Et voilà, je vous remercie.